pour vous. Il y a un qui demande qui demande la lutte contre la corruption. Comment est-ce que cela va se faire? Ça va passer par quoi? La lutte contre la pauvreté. Ben, la lutte contre la pauvreté, pour moi, il faut justement sortir du slogan. Il faut sortir du slogan, il faut sortir des discours. Pour moi, la lutte contre la pauvreté passe justement par la création de la richesse. Pour lutter contre la pauvreté, il faut d'abord créer la richesse. Et la lutte contre la pauvreté, pour moi, ce n'est pas la redistribution. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut donner à chacun la possibilité justement de créer la richesse. C'est comme ça qu'on lutte contre la pauvreté. Et donc pour moi, les dispositifs dont je parle, en mettant l'entreprise au cœur de mes préoccupations, au cœur de mon programme politique, j'estime que pour lutter contre la pauvreté, il faut amener chacun à pouvoir avoir sa petite entreprise, sa micro-entreprise, et de créer la richesse pour lui-même et pour l'ensemble du pays. Et donc c'est cela pour moi la meilleure manière de lutter contre la pauvreté. On peut mettre en place un filet social intermédiaire, à brève échéance. Ça, on peut le faire, mais ce n'est pas ça la lutte contre la pauvreté. Voilà ce que je peux dire. Il y a ce téléspectateur qui est apparemment dans la même situation que vous et qui demande si la population qui n'a pas été enrôlée peut revendiquer son droit de vote devant la Cour constitutionnelle. Mais absolument. Puisque le droit de voter est un droit constitutionnel. Alors on voit très bien, on a dit qu'on fait un recensement porte à porte. On devait faire un recensement porte à porte. Les gens sont restés chez eux, ils ont attendu, ils n'ont pas été enrôlés. D'accord? Ça veut dire quoi? Que le dispositif qui a été mis en place est un dispositif qui vient de la Constitution, qui vient le droit constitutionnel de vote du citoyen. Et donc chaque citoyen a le droit de saisir la Cour constitutionnelle et de dire, le gouvernement a mis en place un dispositif qui vient de mon droit constitutionnel, je voudrais rétablir ce droit. Puisque le citoyen a respecté les consignes, est resté chez lui. Pour certains, on a dit, vous pouvez laisser des documents, on va venir vous enrôler. Ils ont laissé les documents, on n'est pas venu chez eux. Et puis après, quand ils ont le camion, on a dit, non, c'est trop tard. Alors donc je crois que tout dispositif constitutionnel, la liste électorale, doit un dispositif qui permette donc de respecter ce droit-là, de veiller à ce que les citoyens puissent exercer ce droit-là, qui est un droit constitutionnel. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Que pensez-vous du discours du candidat Yahi, notamment la partie concernant le remboursement des victimes de déplacements d'argent après sa réélection? Alors, je n'ai pas écouté le discours parce que je l'ai déjà écouté plusieurs fois, enfin sous différentes formes. Il a fait la déclaration de candidature plusieurs fois? Je savais, non, j'ai déjà écouté le candidat Yahi, puisque j'ai dit qu'il était en campagne depuis 5 ans, donc j'ai déjà écouté le candidat Yahi plusieurs fois. Alors, je dis sur cette question, les Béninois n'attendent pas un discours. Les Béninois n'attendent pas un discours. Du concret. Ils attendent du concret. Parce que là, on est dans une situation où ce que le candidat devrait nous dire, c'est déjà nous dire quelle est sa responsabilité dans l'affaire. On ne l'a jamais situé. On est quand même dans un pays, on est gouverné, on n'est pas gouverné. Vous autres, vous croyez qu'il en est pour quelque chose? Mais forcément, puisqu'on ne peut pas accepter que celui que nous avons choisi pour nous diriger nous dise qu'une entreprise collecte de l'épargne dans ce pays et que cette entreprise-là n'a pas été autorisée à le faire. C'est pas possible. Donc, vous êtes comme ce téléspectateur qui demande est-ce que le gouvernement n'a pas autorisé ces structures illégales de placement d'argent à s'installer? De toute façon, nous avons dans les journaux, nous avons eu beaucoup de choses qui nous disent qu'il y a eu des témoignages, il y a eu des écrits, il y a eu des documents, des mémoires, il y a eu des déclarations de tous ceux qui nous disent que le président de la République connaissait les intéressés. C'était peut-être des relations personnelles, j'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est qu'il les connaissait. Alors, donc, je pense qu'il y a un problème lorsque le président veut nous dire qu'il n'est pas responsable. C'est lui le président. À partir de ce moment, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Qui est responsable? Le président peut tout savoir. Est-ce que oui, mais justement, il n'est pas beaucoup plus préoccupé par la question de développement, la question de lutte contre la pauvreté, la question de santé, d'éducation? Ça, c'est une question de développement. L'épargne dans un pays sous-développé, c'est une question importante de développement. Et c'est une question très très sérieuse. On ne s'amuse pas avec l'épargne, surtout l'épargne des privés. C'est très très important. Alors ce qu'on aurait dû faire, c'est de nous dire déjà qu'est-ce qui s'est passé, de nous situer les responsabilités. Elles ne sont pas situées. On a eu beaucoup d'écrits, on a eu beaucoup de choses qu'on a lues, mais le gouvernement ne nous a jamais dit exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui n'a pas fait quoi, qui a fait quoi. Il faut qu'on nous le dise. Alors maintenant, dire une promesse... Différentes commissions sont en train de travailler. Oui, en train de travailler. Exactement, en train de travailler. Alors, évidemment, la promesse aussi, c'est la même chose. Ça reste une promesse. Je vais payer quand je serai élu. Ben, écoutez, payons maintenant.
Je pense que tout l'argent qui a été distribué, qui est en train d'être distribué, on aurait pu payer une partie des épargnants avec, je crois. L'argent est distribué je pense. Ah non, l'organisation tout ce qui est fait pour l'organisation des élections, enfin par le candidat, tout ce qu'on voit dans la ville, tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc je dis, on aurait pu faire un effort dans ce sens-là. Si vous le remboursez, on aurait pu faire l'effort dans ce sens-là pour rembourser. Mais quand je regarde les finances publiques, je ne vois pas très bien comment on pourra le faire. Comment il pourra le faire, en tout cas tel que c'est, je ne vois pas comment ça peut se faire. Alors, depuis que cette affaire a éclaté, je pense qu'on aurait pu effectivement, s'il y avait une volonté de le faire, on aurait pu commencer à le faire. Comme ça, on saura que quelque chose a été fait. On a commencé un peu, les paiements ont commencé. Vous avez dit un peu, ouais. Quelques structures ont ce peu est vraiment... 115 000. Ce peu est tellement peu que si vous interrogez les Béninois qui ont été victimes de ça, je pense que pour eux, rien n'a été fait du tout. Les femmes l'ont dit au marché. Voilà. Monsieur Jaïf Sizoga, vous êtes à Lyon-Moi et cette question, votre réponse va beaucoup intéresser les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces malentendus commerciaux entre le Niger et le Bénin, notamment la question de la mise en consommation systématique des marchandises en transit au Bénin? On revient au problème de la gouvernance, la malgouvernance, tout simplement. C'est incroyable qu'on prenne une telle décision. C'est incroyable. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Je pense que il y a une réflexion qui devrait être faite, que nous avions commencé à l'époque, qui doit être approfondie sur les finances publiques, sur les recettes fiscales au Bénin. On ne peut pas continuer à espérer que le Nigeria ne prenne pas les décisions de politique intérieure qui soient contraires à nos intérêts et dire que c'est grâce à ça que nous aurons de l'argent. Ce n'est pas possible, on ne peut pas construire un pays comme ça. Il est temps que nous allions en profondeur dans la réflexion. Voyons comment est-ce que nous pouvons faire en prenant différents scénarios. En disant, voilà, c'est un pays indépendant, c'est un grand pays qui a ses propres problèmes et qui doit prendre ses décisions. Alors comment est-ce que nous pouvons caler notre avenir, notre capacité à financer notre développement sur que nous prenne tel? On ne peut pas se faire ainsi. Donc je crois qu'il y a un problème de gouvernance économique. Il y a besoin de réfléchir, besoin de proposer une autre chose que ce que nous avons fait jusqu'ici. Et donc moi je pense que cette histoire est simplement le résultat de la précipitation et de l'improvisation qui a caractérisé beaucoup de mesures jusque-là et qui fait que, bon, on est revenu sur la mesure, mais je crois qu'il ne fallait jamais la prendre. Il fallait trouver d'autres solutions. Le Niger fait à peu près, si mes chiffres sont exacts, à peu près le tiers du trafic par le port autonome de Cotonou. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et si on veut faire du port autonome de Cotonou un port régional, je ne vois pas comment on peut se permettre de prendre des mesures qui vont faire fuir les pays de l'interland. Je pense qu'on devrait entrer dans une concertation avec ces pays-là pour que tous ensemble nous puissions faire de ce port-là, de notre port, un port effectivement régional. Je pense que c'est important. Voilà, j'ai une dernière question pour vous. Le dernier rapport du programme des Nations Unies pour le développement fait état de ce que le Bénin occupe actuellement la 134e place. Le Bénin est parti de la 169e à la 134e place. Comment est-ce que vous appréciez ce progrès du Bénin par rapport à l'indice de développement humain? D'abord, je crois qu'il faut toujours relativiser l'IDH. Parce que lorsqu'on calcule l'IDH d'une année, il y a souvent d'ailleurs une correction de base. Donc il ne faut pas comparer nécessairement de façon brute d'une année à l'autre. Et d'ailleurs souvent, l'écart qui a été fait sur des éléments dans l'éducation qui expliquait ça. Parce que c'est ça. Quel est le résultat effectif? Ça c'est autre chose. Qu'est-ce que les gens ressentent effectivement? Ça c'est autre chose. Mais je pense que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Il y a une question qui concerne le FMI, oui, les lettres de confort que le téléspectateur voudrait savoir de quoi il s'agit concrètement et pourquoi est-ce que le Bénin a souvent besoin de ces lettres de confort. Je crois que la question pourrait peut-être posée au ministre des Finances et de l'Économie. Il nous dirait mieux peut-être pourquoi est-ce que le Bénin a dû demander les lettres de confort. Ce que je sais, c'est que le Bénin est tant bien que mal d'être en situation, je dirais, normale avec le FMI. Aujourd'hui, je dois vous dire d'ailleurs qu'au moment où j'étais modestement directeur de cabinet du ministre Laourou, nous avions atteint un niveau tel que le FMI nous avait dit vous n'avez plus besoin d'avoir un programme.
nous avons le ministre des Finances, le ministre Laourou avait décidé lui-même d'entrer en programme quand même pour se donner certaines disciplines de gestion, tout simplement. C'est-à-dire que nos indicateurs avaient été à un niveau tel que la gestion de l'économie, la gestion des finances publiques était apparue satisfaisante au FMI. Cela ne vous a pas empêché, selon ce téléspectateur, de laisser 180 milliards en 2006. Alors, cette dette salariale... Quand vous allez dire votre conclusion, parce que là, nous sommes... Alors, cette dette salariale, il faut la regarder de près. C'était un choix politique du président de la République. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que, au moment justement de l'ajustement structurel, et nous risquons d'y revenir si on ne fait pas attention. Dans les chiffres indiquent que nous y allons à grands pas, à des restrictions importantes. Au moment de l'ajustement structurel, la progression en fait, des salaires avait été suspendue. En réalité. Donc l'incidence financière avait été suspendue. À un moment donné, les syndicats ont demandé, en voyant l'amélioration de la situation, que cette incidence soit reprise et recalculée donc, depuis sa suspension. Le politique a décidé donc, de leur accorder cela, d'où, brutalement, un montant qui est devenu un montant qui est né du jour au lendemain, en réalité, et qui n'était pas lié à la gestion courante. Donc, qui est né du jour au lendemain, et qu'on a décidé de gérer en titrisant justement cette dette-là. Voilà, donc c'est tout. Votre conclusion, M. Jaïm Sizoga, puisque nous sommes au thème de cette émission. Alors, la conclusion, avant de faire peut-être la conclusion, ou en commençant, je dirais simplement d'abord que je voudrais vous remercier. C'est vrai, vous l'avez dit très rapidement, je suis lié à Mme Chantal Boni, Mme Chantal Yahi, c'est vrai. Mais nous sommes dans une grande famille, c'est une famille où chacun a ses points de vue, chacun peut les défendre, et qu'il n'y a pas de connexion, de lien à voir à cela. Donc je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai toujours été indépendant, je le reste dans mes points de vue, je le reste dans la manière de m'exprimer au plan politique. Et donc il n'y a aucune dépendance, il n'y a aucun lien. Manière qui m'ont sollicité. Je voudrais d'abord les remercier. Remercier pour cet encouragement et leur dire que je serai certainement là. Je serai là. Et je voudrais leur demander de veiller à ce qui va se passer parce que justement nous sommes à une étape très très importante de notre développement et de l'histoire politique de notre pays. Et que ce que nous allons faire, je le répète, ce que nous allons faire dans les quelques jours sera déterminant pour nos enfants et les petits-enfants. Je pense qu'il nous faut absolument éviter de faire encore 50 ans d'errement. C'est à cela l'appel que je veux lancer et je voudrais compter sur eux pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer ce pays. Enfin, je vous remercie encore une fois. Merci. Pour m'avoir reçu sur ce plateau très important. Merci, M. Jean-Yves Sizogan. Merci d'être venu sur ce plateau. Les téléspectateurs, vos compatriotes de peu partout dans le monde vous ont entendu votre vision, votre programme, vos idées pour développer le pays. Ils ont surtout entendu votre point de vue par rapport à la situation actuelle du pays. Vous avez carrément déclaré votre candidature ici ce matin. Vous êtes candidat, vous serez en tout cas dans le starting block pour cette course à la Mayodirina le 27 février prochain. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Nous autres, nous sommes là, nous allons vous suivre, nous vous suivrons pour voir un peu comment est-ce que vous allez pouvoir vous battre et défendre vos idées, ces idées, bâtir le développement, mettre l'entreprise au cœur du développement. Nous vous souhaitons quant à nous bonne chance et merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain, ce sera avec un autre invité. Restez en notre compagnie. Au revoir. Merci.